Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le concours Design Zéro Déchet du SICTOM, dédié cette année aux petits appareils ménagers. Vous êtes ici dans la masterclass qui est prévue pour les deux volets du concours, le concours d'idées et le concours projet. Nous avons 1 heure de visio ensemble et je vous informe que cette masterclass est enregistrée pour une diffusion aux participants qui n'auront pas pu se rendre présents ce midi. Alors, nous avons 1 heure ensemble. Je vais passer, voilà. Nous avons 1 heure ensemble dans cette masterclass et 3 interventions qui vont vous être faites. À la fin de chaque intervention, nous avons prévu un temps d'échange pour que vous puissiez nous poser vos questions. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous ouvrez votre micro et puis vous nous posez votre question à l'oral directement, soit vous avez le chat qui vous permet de nous écrire directement. Donc, 3 interventions ce midi. D'abord, une intervention de la part de notre duo de parrain-marraines, Natacha Poutou et Sacha Gourcade. Comme vous le savez, donc, le duo de designers qui parraine l'édition dédiée à petits appareils ménagers, cofondateur donc, de l'agence Natacha Sacha. Nous avons également Alain Potreau, vice-président donc de l'après-vente et de la satisfaction des consommateurs, je le dis en français, du groupe SEB. Et puis on terminera par une intervention de l'agence coopérative MU avec Madame Danel qui nous fera part surtout de l'axe éco-conception et de l'analyse de cycle de vie d'une solution, d'un produit ou service. Entre chaque intervention, je le disais, on prévoit un temps d'échange pour que vous puissiez nous faire part de vos questions. Je vous propose qu'on commence directement. Je suis aussi avec Thema Design que vous connaissez qui nous aide à l'animation et à l'organisation du concours et qui va passer la parole et puis faire un peu mettre du temps. Voilà, en fait, aussi, on a choisi trois intervenants. Enfin, donc, bon, d'un côté, on a la conception, enfin, le design avec Natacha et Sacha. On a aussi quelqu'un qui représente un groupe, enfin, le leader mondial, hein, je pense, de l'électroménager qui est du groupe 7, donc du côté des fabricants, et du côté de les conceptions, donc on a Amaya, Daniel. L'idée, c'est de discuter ensemble, et on peut aller même au-delà de votre projet de concours, c'est de discuter ensemble de comment, à travers un projet de design, on peut trouver un équilibre entre l'aspect usage, l'aspect écologique, l'aspect faisabilité économique et technique, et après l'aspect aussi environnemental. Donc c'est pas facile en fait d'équilibrer toutes ces dimensions-là dans le sein d'un projet. Et donc chacun de ces intervenants va raconter son expérience pour essayer de trouver un équilibre qui soit designer, qui soit fabricant ou qui soit donc une agence d'éco-conception. Et on vous invite aussi à partager peut-être dans le cadre du concours, mais aussi dans le cadre de votre formation, comment vous, les difficultés ou les moteurs que vous pouvez trouver pour essayer d'équilibrer tous ces aspects-là d'un projet de design. Et donc, on va commencer avec Natacha et Sacha. Voilà, allez-y. Voilà. Donc là, c'est plutôt design, usage et environnemental. Comment, sur ces trois aspects-là, vous allez nous montrer des projets et vous allez nous dire, raconter comment, sur ces projets-là, vous avez équilibré ces aspects-là, en fait. Donc bonjour à tous, on est très content déjà d'être parrain-marraine de cette édition et donc on va, profiter de ce moment pour vous présenter un petit peu, notre pratique. On va focus sur un projet en particulier, heu donc nous en fait, déjà pour se présenter, on est, tous les 2 designers industriels et on a, cofondé notre studio il y a maintenant, 5 ans. Donc on a toute une partie de collaboration avec des marques et on s'est, spécialisé au fur et à mesure aussi en éco-conception et on accompagne beaucoup de marques sur ces sujets-là. Et en parallèle de ces collaborations, c'est très important pour nous, en tant que studio, de développer des projets, de recherche. Et il y a un sujet de recherche qui nous tient très à cœur, qu'on a initié déjà il y a plus de 5 ans et qu'on continue à poursuivre, qui est sur les objets et les appareils électroménagers. On essaie de réfléchir vraiment à comment on pourrait, bah, vraiment travailler sur l'éco-conception en amont et sur le concept produit, comment cela pourrait changer les comportements des usagers.
Donc le projet qu'on va vous présenter, on l'a réalisé dans le cadre d'une résidence à la Villa Fujiyama au Japon. Donc c'est une résidence de recherche de 2 mois et demi. Et notre objectif là-bas, c'était de rencontrer à la fois des industriels de la tech et aussi de s'intéresser aux savoir-faire locaux là-bas et à l'histoire de l'électroménager. Et donc, comme dans de nombreux projets, on commence toujours par démonter des objets électroménagers existants. Donc là, sur la photo de gauche, vous voyez un rice cooker standard. On se rend compte qu'il il est composé d'énormément de pièces et de différents matériaux. Donc ça a posé des problèmes de recyclage, donc c'est très long à démonter. Et c'est un objet qui, au Japon, est présent dans tous les foyers, qui est très, très utilisé et important, et qui a une durée de vie assez courte, en général moins de 5 ans. Après, ça dépend vraiment des modèles. Mais du coup, on s'est vraiment prêté au jeu de le démonter pour comprendre aussi son fonctionnement. On s'est rendu compte que finalement, c'était assez simple. C'était un capteur d'humidité et de température qui venait déclencher l'arrêt automatique du riz. Donc, à partir de cette analyse de l'existant, on a essayé de réfléchir à un projet de rice cooker qui serait composé d'un minimum de pièces. Donc, à droite, on voit l'éclaté en fait de notre proposition. Et on a réfléchi aussi à comment faire pour que l'électronique soit jamais bloquée. Et que dès qu'on utilise des matériaux différents, il faut toujours qu'ils puissent être séparables les uns des autres pour faciliter la réparation et le recyclage. C'est la slide d'après. Vous pouvez voir ici le rice cooker qu'on a proposé. En fait, l'idée, c'est aussi de séparer la partie électronique du contenant. On a imaginé un capteur qui est dans le couvercle de l'appareil et qui vient mesurer la température et l'humidité et qui vient être connecté avec un smartphone pour guider l'utilisateur dans la cuisson du riz. L'autre idée très importante qu'on a voulu développer, c'était l'idée de changer le regard que les usagers portaient sur ces objets. Parce que c'est pas tout de vouloir faire des objets réparables, mais la question, c'est aussi comment on va donner envie aux gens de les réparer. Et donc, du coup, nous, on essaye de aussi ramener des savoir-faire et des matériaux qui vont changer la perception des usagers sur ces objets. Donc là, par exemple, on a rencontré un artisan qui fait des tonneaux traditionnels en bois. Ce qu'on trouvait intéressant dans sa technique, c'est que c'est un objet qui est entièrement démontable. Tout tient de façon mécanique. Donc, c'est les petits morceaux de bois qu'on voit là. Et en fait, ils sont maintenus par des arceaux, mais ils peuvent toujours redevenir matière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de colle, il n'y a pas de vis. Et c'est aussi pour ça qu'on était parti au Japon, c'est pour aller regarder tous ces assemblages réversibles et comment on peut assembler 2 pièces ensemble sans clous ni vis, que tout puisse tout le temps redevenir matière. L'autre idée, c'est que ce fabricant de tonneaux, de seaux en bois, il utilise déjà les seaux pour conserver le riz, parce que le bois a cette propriété de garder le bon niveau d'humidité. Donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'utiliser du bois et de ramener du sens à la fonction de cuire du riz. On a aussi donc fait évoluer la technique du seau en changeant la partie basse par une partie en métal qui fonctionne à induction sur une plaque normale. Donc finalement, ça ressemble à une casserole qui est compatible à induction, mais qui aurait dans le couvercle un capteur qui vient guider l'utilisateur dans la cuisson du riz. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Donc là, voilà, on voit comment cela pourrait fonctionner avec une application. L'idée, c'est aussi de se dire comment, à l'échelle de la cuisine, on pourrait réduire le nombre de composants électroniques, donc plutôt reposer sur l'existant. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, donc plutôt que de produire 10 interfaces dans la cuisine, se dire qu'on pourrait essayer de minimiser le nombre de composants à apporter. Ici, voilà, on voit mieux comment ça fonctionne. Donc la partie intérieure, c'est un pot en riz classique pour le moment qu'on n'a pas vraiment redessiné, mais c'était plutôt pour illustrer ce concept. Donc c'est pas un objet qui a été commercialisé aujourd'hui, mais c'est un objet qui nous sert à expliquer notre démarche aux industriels et qui peut-être sera commercialisé à un moment si on trouve un partenaire industriel pour le faire. Mais
Et l'autre idée, c'est pas aussi de produire artisanalement cet objet. La technique des seaux en bois, en fait, elle peut être industrialisée. Et donc, nous, on a fabriqué, par exemple, le prototype, pas avec l'artisan japonais, mais à partir d'un seau commercialisé et industrialisé. Pour montrer aussi que le bois peut réintroduire et retrouver une place dans l'industrie de la tech. Et que c'est important, en fait, de ramener aussi une diversité de savoir-faire et de matériaux dans cette industrie-là. Voilà, c'est un peu toutes les idées dont je vous ai parlé qui sont résumées sur cette slide. Donc à la fois simplifier la réparation et le recyclage, limiter l'utilisation des ressources, donc en reposant sur l'existant et en partant des interfaces existantes. L'idée de réintroduire des savoir-faire manufacturiers dans l'industrie, donc de trouver un matériau qui donne du sens à la fonction de l'objet. Et cette idée d'accompagner l'utilisateur vers de nouvelles façons de consommer, donc comment on lui donne envie. En gros, on n'est pas complètement dans du low-tech. Notre positionnement, c'est qu'on pourrait cuire du riz avec une casserole et que finalement, on pourrait faire sans rice cooker. Mais les faits sont que énormément de gens consomment des rice cookers électroniques, donc comment on leur donne envie et on leur apporte un niveau de service équivalent pour aller vers quelque chose de moins impactant. Et ça, c'est d'autres projets du coup qui reprennent les mêmes principes. Et donc on a travaillé par exemple sur une bouilloire électrique en céramique. À chaque fois dans nos projets, on retrouve les mêmes logiques de conception. Dans la bouilloire, tout l'électronique est dans la base à induction et il est démontable par le bas. Et dans la partie carafe, il n'y a pas d'électronique, c'est juste une carafe en céramique avec un fond en acier, et donc qui conduit la chaleur par induction. Et donc à la fois, on pourrait se dire oui, la céramique, c'est pas recyclable, mais nous, c'était plutôt cette idée de dire comment on fait changer le consommateur. Et donc en lui donnant quelque chose de fragile, on amène aussi une relation à l'objet qui n'est pas la même. On peut se servir de cette bouilloire comme une carafe pour servir de l'eau. Et on a aussi travaillé sur un couvercle en métal qui bascule et qui est pas du tout, qui est juste un mécanisme low-tech qui fait que le couvercle tient, il bascule, mais il n'est pas fixé à la céramique. Donc, tous les éléments à chaque fois sont dissociables. Et là, l'intérêt sur ce projet, c'était que la céramique aussi retient moins le tartre, donc ça se lave plus facilement. Ça permet de détartrer sa bouilloire au lave-vaisselle, etc. Sur l'humidificateur d'air, on a travaillé avec un verrier, mais une verrerie scientifique qui fait normalement des tubes à essai. On a travaillé sur une technique de verre tourné, de tube qui est tourné à chaud. Cette technique, elle permet de produire des contenants en verre très précis à des tailles vraiment très précises, qui nous permettent d'accoster une partie plus technique avec la partie en verre. Le constat, c'était un peu le même, c'est en démontant des humidificateurs d'air, on s'est rendu compte que c'était des objets qui semblaient complexes, alors qu'en fait, ils n'étaient pas si techniques. C'est juste transformer de l'eau en vapeur. Donc, c'est une pièce qui est assez petite et simple. Et donc, on s'est dit finalement, l'humidificateur, c'est surtout un contenant d'eau. Et donc, on a imaginé plutôt un vase qui pourrait se transformer en humidificateur avec une pièce qu'on vient rajouter au-dessus. Et sur le serveur de données en céramique, là, c'était plutôt cette idée de se dire qu'aujourd'hui, un serveur en céramique, pour les particuliers, ça ressemble à une grosse boîte noire. C'est quelque chose d'assez impersonnel, alors que les données sont les choses les plus sensibles et personnelles pour les usagers. Et donc, c'était comment on peut ramener de l'affect dans cet objet et en même temps se servir des propriétés techniques de la céramique pour y refroidir le serveur. En fait, il a cette forme parce que l'idée, c'est de créer une convection naturelle de l'air entre le bas et le haut. Et ce qui est une grille qu'on ne voit pas au-dessus qui permet d'aérer le ventilateur. Donc, pourquoi pas, si ça fonctionne, enlever le ventilateur. Donc, avoir un objet qui serait silencieux pour la maison. L'autre idée, c'était de repenser aussi le stockage des données avec des disques durs qui sont autonomes. Donc, on peut venir brancher comme un disque dur et qu'on vient clipser dans le serveur pour que ça synchronise les données. Et donc, du coup, vraiment de redonner une matérialité aux données, de pouvoir presque les archiver au fil du temps. Et
Merci beaucoup. Alors, on a un petit temps d'échange avec vous, si vous voulez. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à Natacha et Sacha. N'hésitez pas vraiment. Oui, vous pouvez déjà dire qui vous êtes, etc. C'est vraiment un temps de dialogue. Hein. C'est clair. Bon. Merci de votre message, moi. Ouais, bravo, Natacha, hein, vous avez été très clair. C'est dommage parce que c'est Sacha qui devait répondre aux questions. Alors. Zut. Bon, pas de questions. On reprendra du temps si on en a encore à la fin de la masterclass, si vous avez des questions qui vous viennent d'ici là. Alors, du coup, on va poursuivre avec vous, Alain Potron, donc qui travaille pour donc, le leader mondial en fait, des appareils ménagers. Et donc, voilà, vous allez nous expliquer comment on peut fabriquer industriellement et durablement. Bien, bonjour à nos auditeurs. Tout d'abord, je voudrais dire que j'ai été ravi de la présentation précédente et je crois qu'il y a des idées intéressantes qui valent le coup d'être discutées un peu plus. Donc, effectivement, le groupe SEB, on est le fabricant, le numéro 1 mondial du petit électroménager. On doit être également, je pense, le premier fabricant mondial de rice cooker via le marché chinois où on est numéro 1 aussi. Voilà, juste pour avoir un ordre de grandeur, c'est 12 produits vendus par seconde à peu près dans le monde. On regarde un petit peu. Et s'il y a un chiffre intéressant à retenir, parce qu'on va parler de design, d'éco-conception, de durabilité, c'est qu'on fabrique les 2 tiers de nos produits. La particularité, c'est que plus des 2 tiers des produits qu'on vend sont des produits qui sont fabriqués dans nos propres usines, dans nos propres sites, et dont une grosse partie en France. Près de 30% des produits sont fabriqués en France. Et on va même jusqu'à 90% à peu près qui sont dessinés par nous. C'est-à-dire qu'ils tous ceux qu'on fabrique, ils vont être designés par nous, conçus par nous, et imaginés par nous. Mais même une partie de ceux qu'on fait fabriquer à l'extérieur sont aussi conçus par nous. Donc on conçoit vraiment la plus grosse majorité des produits, alors qu'on est dans le monde du petit électroménager où beaucoup de marques vendent des produits qui sont ce qu'on appelle achetés sur étagère, principalement en Asie, donc sans intervenir directement dans la conception. Et c'est effectivement un élément fondamental pour pouvoir avoir des produits éco-conçus et des produits qui vont être orientés dans cette voie. Oui. Je vais expliquer. Voilà, donc le groupe SEB, effectivement, on a la chance aujourd'hui d'être considéré comme un des pionniers de l'économie circulaire dans le monde de l'électroménager ou des biens durables. Qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je dirais que à la limite, je suis tout à fait disponible pour répondre à plus de questions sur l'ensemble des sujets. Mais on a vraiment voulu l'aborder sur l'ensemble des boucles. Alors, bien sûr, tout ce qui a trait à l'éco-conception, au design du produit, à la durabilité, tout l'éco-design est pensé depuis le départ. Mais ça va jusqu'aux boucles de recyclage, de récupération des produits, de retraitement, de deuxième vie, de dons, et puis de location, d'économie de la fonctionnalité, et puis cet appui. Un des enjeux majeurs pour nous, et ça a été en fait comme ça qu'on a commencé à communiquer sur l'économie circulaire, c'est la réparabilité. Et de parler de durabilité via la réparabilité. Alors, bien évidemment, un produit durable, c'est un mix de produits qui va être conçu pour avoir le moins de défauts possible, sur lequel on n'aura pas forcément envie, marketingment parlant, aux consommateurs d'en racheter un tous les 2 ans. Et puis, c'est faire que quel que soit ce qui peut arriver au produit, on puisse intervenir et donc effectivement le réparer, changer simplement des consommables. Donc parce que ça commence par ça, la réparation, c'est déjà changer tout ce qui doit être changé régulièrement, et puis le réparer. Et on a lancé en fait en 2015 une communication qui a été produit réparable 10 ans. À cette occasion, on a quasiment inventé le mot réparabilité, qui n'existait pas. Je rappelle qu'il est dans le dictionnaire que depuis 2018, après qu'on ait discuté avec Larousse en particulier. Donc le concept de réparabilité, en se donnant des critères, en définissant qu'est-ce qui ferait qu'un produit serait réparable. Et on a évolué en 2021
en communiquant non plus sur 10 ans réparables, mais 15 ans, surtout économiquement réparables. Le concept d'économiquement est pour nous fondamental avec la notion de réparabilité, puisque de manière théorique, tout est réparable. Ce qui fait qu'un produit sera réparé et non pas simplement réparable, c'est le fait qu'un consommateur, un utilisateur, estimera que ça vaut le coup économiquement de le réparer. Donc pour nous, dans économiquement réparable, le mot important, c'est plus réparable aujourd'hui, c'est économique. C'est faire que ce soit facile. Et l'évolution qu'on souhaite donner dans les années à venir, c'est que notre communication finisse par évoluer. C'est bon, auto-réparable 15 ans, à moindre coût, puisque pour nous, la nouvelle étape à franchir, c'est maintenant faire que les produits soient plus réparés, mais soient au maximum auto-réparés. Voilà. Je ne parlerai pas plus de l'économie circulaire. On va rentrer dans le design. Donc d'abord, réparer, comment ça se passe? bien, le principe, c'est d'avoir toutes les pièces, c'est basique, mais c'est avoir toutes les pièces, les avoir très longtemps, et les avoir très longtemps à moindre coût. Donc ça veut dire d'investissement pour un industriel. Il ne suffit pas de l'imaginer et de se dire on aura les pièces. C'est une vraie volonté d'investissement, puisque ça veut dire immobiliser des pièces détachées longtemps pour rien avant quelques années. L'idée magique de dire on approvisionnera des pièces au fur et à mesure qu'on en aura besoin ne marche pas, malheureusement, puisque les pièces ne sont pas toutes fabriquées en interne, et même quand elles sont fabriquées en interne, on ne fait pas des pièces sur des séries de 10, 20 ou 30, on n'en fait que par milliers. Donc aujourd'hui, la seule solution, c'est de les stocker très longtemps en avance. Des solutions alternatives, c'est d'en réimprimer, c'est des choses qu'on fait, mais on ne peut pas avoir ça sur la globalité. Et puis, le deuxième sujet, c'est effectivement d'avoir dès le départ un design qui soit adapté à la réparation, à une réparabilité économique. Et pour un industriel, en fait, le secret d'une réparabilité réussie, c'est que le design doit être conçu pour ça dès le départ et il doit être conçu sans augmenter le coût de fabrication. La réalité, c'est que si on conçoit un produit qui soit plus réparable, mais qui coûte 1 ou 2 ou 5% de plus à fabriquer, il ne sera pas fabriqué parce qu'il ne sera pas acheté. Donc, c'est vraiment un élément fondamental. Alors, comment c'est passé? C'est passé par des étapes d'évolution en particulier, de la mise à disposition des pièces, on fournit des sous-ensembles de pièces qui sont pratiques, mais qui sont coûteux individuellement, à on fournit des pièces de plus en plus individualisées, aller jusqu'à la vis, jusqu'au fil, de manière à ce que chaque pièce individuellement soit très peu coûteuse. Et bien évidemment, à côté de ça, on va concevoir le produit pour qu'on puisse accéder facilement à toutes ces pièces. Y accéder facilement en démontage, mais également en remontage, donc qu'il n'y ait pas des vis propriétaires, que ce ne soit pas soudé, que ce ne soit pas collé, etc., etc. Donc ça, c'est des éléments. On a un exemple là, c'est la friteuse sans huile, le premier modèle de friteuse sans huile qui a révolutionné cette technologie dans le monde. Et ça veut dire que pour inciter nos industriels et nos usines et nos designers, on a mis en place des KPI, on s'est donné des critères sur comment mesurer cette réparabilité, ce démontage, cette facilité de démontage, cet accès à des pièces très très bon marché. Et en fonction de ça, on a donné une note à tous les produits qui sortent de nos usines individuellement. Et c'est cette note, quand on estime qu'elle est supérieure globalement à 90%, qui fait que le produit a individuellement le droit à la communication, engagement de réparabilité pendant 10 ou 15 ans. Alors, je vais prendre un exemple plus concret sur non pas une bouilloire ou un fer à repasser aujourd'hui. On pourrait traiter tous les produits, mais sur le générateur vapeur, puisqu'on va voir que visuellement, comment concrètement on a pu faire évoluer un design de produit pour le rendre plus réparable et surtout pour qu'il soit plus réparé. À nouveau, la réparabilité en soi ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le taux de réparation. C'est le fait que les gens vont le réparer. Oui. Donc le design, pour accéder à des plus petits sous-ensembles, on le voit par exemple ici, où la pièce maîtresse d'un générateur vapeur, c'est le corps de chauffe. Le corps de chauffe, lequel on fait bouillir de l'eau avec une pression de 15 bars. Donc, c'est des pièces qui sont extrêmement sensibles pour des raisons de sécurité. Jusqu'à il y a un certain nombre d'années, on fournissait en fait à la fabrication un ensemble complet, déjà assemblé avec les durites, avec l'ensemble des durites, avec l'ensemble des tuyaux, parfaitement fixés, de manière à ce qu'il n'y ait aucun risque de fuite, aucun risque d'échappement de vapeur c'était facile, on le recevait, on l'assemblait rapidement. Le problème, c'est qu'on avait quelquefois des pannes, des fuites sur un des éléments des durites ou sur une des fixations des durites. Et pour une simple durite, mais on fallait changer tout le sous-ensemble, qui évidemment est la pièce la plus coûteuse. Alors c'était facile à changer, parce qu'on changeait tout le sous-ensemble, mais c'était plus coûteux. Et donc on a travaillé avec les concepteurs qui sont dans une usine française, au sud de Lyon. Et au bout d'un an, il y a un ingénieur qui est venu avec une idée, en fait, non pas que globalement les durites soient quasiment soudées, enfin sur l'appareil, mais que ça fixé avec un système qui s'appelle des lock rings. Enfin, je pense que le designer, vous savez ce que c'est que des lock rings, qui permet en fait un démontage avec des pinces spécifiques.
Et ce qui nous permet aujourd'hui, en fait, avec ce nouveau design, d'avoir des durites qui sont démontables en SAV. Alors, ces durites ne sont pas fournies séparément en fabrication, puisque ce serait trop long. Mais par contre, on a en même temps décidé d'avoir globalement accès à des listes de fabrication pour la fabrication, de manière à être le plus efficace possible, et puis des listes beaucoup plus détaillées pour le SAV. Et la cerise sur le gâteau, mais bien évidemment, l'enjeu au départ, c'était il ne doit pas y avoir de surcoût. Mais on voit que, par ailleurs, quand on a ce genre de conception, l'expérience a montré que ça permettait également un assemblage plus rapide sur la ligne et donc en fait une baisse de coût de fabrication. Toujours cette notion de il faut que la solution soit au maximum au même coût, et si bien évidemment elle est en plus économique, c'est évidemment à adopter de façon unanime. Un autre exemple, c'est un design qui va être pensé pour être plus facilement réparable. Vas-y, clique un petit peu. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, toujours sur ce même produit, l'intérieur, c'est à l'intérieur de la base même où on va chauffer, on va mettre sous pression qu'il y a le maximum de risque d'intervention, que ce soit pour le fil, pour le thermostat, enfin, l'ensemble des pièces principalement sont là. Et on va donc devoir ouvrir la base. La base, elle est clipsée. Alors pourquoi elle est clipsée? Parce que clipser, ça va très vite sur une chaîne d'assemblage, donc ça permet des coûts de fabrication plus bas. Et puis, il n'y a aucun élément type vis, etc., qui nécessiterait du temps et de l'argent. Une vis, même si c'est 1 centime, c'est un coût de fabrication. Donc, toutes les bases sont clipsées. Mais les pièces clipsées, quand on les ouvre, il y a toujours le risque de casser un clips. Et si on classe le clips, on va devoir remplacer non pas uniquement faire la réparation, mais en même temps remplacer une partie du bâti du produit, ce qui est évidemment coûteux et qui risque de mettre en péril le fait qu'on va réparer. Donc l'idée, ça a été de dire, pour réparer, même si on casse un clips, utilisons des vis, parce que par contre, rajouter quelques centimes de vis sur une réparation, ça n'a aucune conséquence. Et donc la question, c'était comment on peut visser un produit qui n'est pas prévu pour être vissé, puisqu'il est prévu pour être clipsé. Et donc l'idée, ça a été, sur ce schéma, on voit qu'en fait, il y a 3 supports en caoutchouc sur lesquels vient se poser le fer à repasser, la base du fer à repasser. Ces petites bases en caoutchouc, on peut les orienter. Et en dessous, on a mis des trous. Alors ces trous, ils servent absolument à rien sur le produit naturel. Et en dessous de ces trous, si tu cliques sur un peu plus, je crois qu'il y a une vue un tout petit peu plus grosse, en dessous de ces trous, on voit la base du plastique. Et la base du plastique, il y a une partie du plastique qui ne sert absolument à rien au produit. C'est des puits de vissage. Ces puits de vissage sont juste en dessous des trous et ils vont permettre que si on a cassé un clips, on écarte très légèrement le joint en caoutchouc qui permet de tenir efficacement le fer, et on va accéder en fait à un puits de vissage. On va pouvoir avec 3 vis refixer totalement le produit. Voilà. Il n'y a aucun surcoût puisque le puits de vissage fait partie du bâti du produit en injection et c'est exactement le même coût qu'il y ait ou pas. Le fait qu'on ait percé des petits trous et qu'ils soient cachés par l'appareil, c'est 0 coût. Et ça donne une solution qui, elle, va être exclusivement faite pour la réparation et pensée exclusivement pour ça. Voilà. Et la conclusion, je ne vais pas parler de tous les produits, c'est qu'on peut changer les habitudes des consommateurs, qu'on peut montrer qu'on peut réparer. Demain, qu'on peut montrer qu'on peut auto-réparer. Et un des éléments les plus importants pour nous, c'est la communication, c'est le message vers les consommateurs. Aujourd'hui, ce qui fait que les mentalités évoluent en France, qu'elles n'évoluent pas aussi vite dans tous les pays du monde, malheureusement, c'est en fait la communication. Par exemple, le fonds de réparation qui est apparu aujourd'hui, en fait, son effet est quasiment nul en termes de est-ce qu'on répare plus parce qu'il y a le fonds de réparation ou pas. On constate qu'il n'y a quasiment pas d'évolution. Par contre, la communication autour fait que les gens se posent la question, et quand ils ont un produit réparable, ils vont effectivement le faire réparer. Voilà. Et puis, je vous ai mis quelques liens, si vous souhaitez en savoir plus, vous pourrez les visualiser ce qu'il y a là. Moi, j'ai une question justement par rapport à... Parce qu'on a la chance de vous avoir, en fait, donc on va en profiter aussi. J'ai une question, est-ce que vous mesurez, vous avez des mesures d'impact de réparation? Est-ce que vos appareils se font plus réparer par vos usagers ou pas avec tout ce que vous avez pu, enfin, tout le design que vous concevez pour justement améliorer cette réparation-là? Alors, d'un côté, on mesure les réparations qui sont liées à l'évolution de la qualité. Oui. Et bien évidemment, celle-là, on essaye qu'elle baisse parce que ça veut dire que les produits sont de plus en plus qualitatifs. Donc, on mesure ça d'un côté, et puis on mesure de l'autre côté, en particulier les réparations que les consommateurs vont faire après la garantie, en utilisant des pièces détachées, que ce soit via nos réparateurs. C'est aujourd'hui la très très grande majorité, c'est via des réparateurs, que ce soit nos réparateurs ou d'autres, puisqu'on ouvre absolument à tout le monde la réparation de nos produits. Et on voit effectivement une croissance. Elle était entre 2012 et 2020, on a plus de doublé globalement la proportion de consommateurs qui réparent des produits. Et on le voit y compris dans des pays entre guillemets riches, comme la France,
qui n'étaient pas des pays où la mentalité était à la réparation. Si on regarde l'Europe de l'Est, si on regarde l'Amérique du Sud, tout le monde pense à réparer un produit. En France, en Allemagne, ce n'était pas encore le cas. Et aux États-Unis, ce n'est pas du tout le cas encore. D'accord. Oui, bah oui, comme vous êtes mondial, vous pouvez observer les différences de culture et de pratiques. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais elles sont bienvenues. Pour l'instant, je n'ai pas de questions de la part des participants. Vous aussi, on peut changer entre nous. Oui, oui, hein, si vous avez vous-même des questions entre vous, peut-être que ça stimulera celles des participants. Et en fait, moi, si j'ai encore une autre question, comment se fait bah, justement l'aspect communication? Donc, il y a le vecteur du produit, qui est aussi une interface de communication avec l'usager. Et quels sont les relais de communication que vous utilisez, en fait, et comment? Parce qu'il y a souvent des, des lexiques, ou on appelle ça des documents de garantie ou de fabrication qui sont souvent assez fastidieux, que le consommateur lit de moins en moins, etc. Donc, comment aussi vous travaillez cette interface-là avec l'usager pour que tous les efforts que vous faites dans la partie réparation soient comprises et l'usager en ait conscience, parce que quand on a un produit, il marche, en fait c'est peut-être le jour où il ne marche plus, où on va peut-être éventuellement, et en plus il y a Internet aujourd'hui, on va tout chercher des tutoriels sur Internet. Donc comment cette interface-là, vous la travaillez pour essayer que le consommateur aille jusqu'au bout de l'acte de réparation? Oui. Alors, la difficulté, c'est qu'il faut que le consommateur, qu'on parle au consommateur au moment où il a un souci. Ouais. Parce que lui parler au moment où on lui vend le produit, au moment où il y a des newsletters, il y a de la com, c'est bien, mais il oublie. Ouais. Il oublie et puis il fait plus la différence entre ce que nous on peut faire et ce que d'autres ne pourraient pas faire. Donc il mélange un peu et à la fin il se dit c'est pas possible. Donc l'idéal, c'est en fait que le produit parle au consommateur. Ils lui disent j'ai un souci, contacte Seb, contacte Groups, etc. Et il voit avec eux. Quand on a des produits qui ont de l'intelligence intégrée, soit par des écrans, soit par des applications, bon, c'est effectivement une des options qui est possible. C'est également via des QR codes. Aujourd'hui, c'est avoir des QR codes qui fassent que quand un consommateur, qui soient très visibles, pas qu'ils soient cachés à l'intérieur, mais qui soient aussi visible que le nom du produit, et donc qui soit accepté par des équipes marketing, comme c'est pas rebutant d'avoir un produit avec un gros QR code qui dit appelez-moi s'il y a un souci. Et derrière ça, on peut avoir des pages effectivement qui vont guider le consommateur, soit pour auto-réparer, soit pour réparer, pour acheter des pièces. Et c'est vraiment toute la problématique, c'est que le consommateur intuitivement vienne vers la marque, ou vers en tout cas un lieu de support au moment où il a le problème. Et il n'y a que sur le produit. On n'est pas encore dans les produits suffisamment intelligents qui eux-mêmes vont dire oh, je sens que ça va mal, vite appelle Seb. Par contre, que ce soit naturel, et c'est vraiment cette notion en fait d'échange avec les marketing, avec les ventes qui vont en fait commercialiser les produits pour qu'ils acceptent qu'on mette en avant ces fonctionnalités-là. À titre d'exemple, il a fallu 2 ans pour convaincre le comité exécutif du groupe de communiquer sur la réparation. La réparabilité, à partir du moment où on était prêt, il a fallu 2 ans pour convaincre que dire qu'un produit était réparable, donc que potentiellement il allait tomber en panne, n'allait pas être un frein à la commercialisation. Et voilà, donc ce sont des éléments très importants. Et vraiment, cet échange avec le consommateur, c'est la base, au bon moment. D'accord. Et pour poursuivre la question de Chantal, c'est vrai que tout à l'heure, Natacha et Sacha nous ont fait part de l'axe un peu prévention, comment prendre soin de notre objet, et notamment en réincorporant peut-être de la fragilité ou du rapport à l'objet. Vous, là, vous nous avez exposé plutôt l'aval, comment réparer une fois que la panne est intervenue. Est-ce que vous avez aussi le souci de travailler sur l'axe de l'entretien, justement, comment éviter la panne par le fait qu'on entretienne mieux nos objets? Alors, bien sûr, c'est un élément fondamental. Et sur les produits qui sont qui ont le plus de soucis, en fait, on voit que la majorité des soucis viennent d'un mauvais entretien. Donc, à nouveau, soit on a des produits qui ont de l'intelligence qui vont pouvoir assister le consommateur à entretenir, ne serait-ce qu'en lui disant bah, ça y est, t'as déjà fait 300 cafés, il est temps de détartrer, ou des choses comme ça, ou sur une bouilloire ou autre. Et donc, on va pouvoir accompagner le consommateur. Sinon, c'est toujours par effectivement revenir régulièrement vers eux. Mais c'est dans l'échange. Le produit peut lui-même proposer, mais c'est dans l'échange. Et puis, il y a un des soucis toujours sur la communication.
ça va être en fait de promouvoir qu'un produit est éco-conçu, que le consommateur le choisisse en connaissance de cause et de ce fait-là s'y intéresse. Et aujourd'hui, une des difficultés, c'est également de communiquer, mais de communiquer en phase avec la législation. La législation évolue beaucoup en termes de communication sur tout ce qui a trait à l'éco-conception, aux affichages, à la normalisation, à la labellisation. Et en fait, il devient extrêmement compliqué aujourd'hui de communiquer et de communiquer sur ce que fait vraiment un produit. Dire le produit est éco-conçu, il est génial éco-conçu, ça ne veut rien dire pour un consommateur. Un produit qui est facile à entretenir, c'est un message. Un produit qui est facile à réparer, c'est un message. Aujourd'hui, on évolue malheureusement beaucoup trop au niveau législatif vers des agglomérats de durabilité, de réparabilité, d'éco-conception, d'inclusion de pièces recyclées, de recyclabilité des matériaux, pour en final avoir une note fourre-tout et des messages fourre-tout qui n'iront pas forcément dans le sens de la compréhension du consommateur. J'achète un produit parce qu'il a beaucoup de matériaux recyclés, ou j'achète un produit parce qu'il est facile à entretenir. Et il devient très difficile aujourd'hui de communiquer. D'abord que les marques en aient envie, parce que je regarde des équipes marketing, elles ont peut-être plus envie de dire c'est le rouge qui va bien avec la couleur de l'année, plutôt que de dire il est vraiment avec des matériaux recyclés. D'ailleurs, la notion des consommateurs, des acheteurs, s'intéresse au fait qu'un produit intègre des matières recyclées aujourd'hui et vient vraiment en toute dernière liste. Et si on inclut le critère, les matières elles-mêmes seront facilement recyclables, facilement démontables, et pour être. Alors là, il y a clairement zéro appétit des consommateurs à ce niveau-là. Donc la communication, elle doit aussi être orientée en fonction des attentes et des réceptions des consommateurs. Il ne faut pas être trop précurseur, parce que ça ne servirait à rien. Il faut y aller. Et aujourd'hui, on est dans les étapes, effectivement, le message de durabilité, d'entretien, facilité, d'éco-conception très fortement liée à l'énergie, parce que ça parle à un consommateur. C'est des éléments sur lesquels on peut avancer. Justement, on va passer à... Ah oui, c'est une question. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi un enjeu économique de prix et de faire comprendre aux consommateurs que un objet plus durable, ça a tel prix? Et donc, qu'il faudrait aussi travailler sur, pas forcément toujours essayer de baisser les prix, c'est les prix qui sont partis beaucoup trop bas, et qu'il faudrait resensibiliser le consommateur au juste prix des produits, de faire des objets plus durables, mais et qui soient prêts. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous travaillez aussi Alors, comme le groupe SEB, on ne vend pas de produits bon marché, mais plutôt des produits très durables et avec un certain prix. La difficulté aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux consommateurs, effectivement, que le produit très bon marché, quand on voit une cafetière à 5 euros, effectivement, elle ne sera pas forcément durable, elle ne sera pas forcément réparable. Le problème, c'est qu'on ne peut pas simplement dire c'est pas cher, donc c'est de mauvaise qualité. Ça ne peut pas être un message d'abord, c'est un message qui n'aurait pas forcément de sens. Ou quelquefois, on peut faire des produits très bon marché qui soient qualitatifs, mais surtout, ils ne seraient pas compris par le consommateur. Donc, il y a vraiment besoin qu'à côté du prix, il y ait cette notion de quelque chose qui donne vraiment le message au consommateur que c'est vraiment que ce sera plus durable, que ce sera. Alors, on n'en est pas à ce qu'ils se disent, ce produit, il est donné pour 10 ans, il vaut 50 euros par rapport à un produit qui est donné pour 2 ans et qui vaut que 15 euros, qu'ils fassent des calculs, etc. Mais c'est tout l'intérêt d'intégrer petit à petit, de manière normative et législative, des indices, des index qui donnent des notions. Dans la mesure où cet index, il ne devient pas nouveau pour tout. Il ne faut pas que ce soit un index qui intègre à la fois, il y a de recyclabilité, il y a etc., etc. Mais simplement un index. C'est une des évolutions de l'index français de durabilité qui s'applique désormais au lave-linge et au lave-vaisselle, de dire ce produit, globalement, il a un meilleur taux de durabilité. Il y a plus de chances qu'il dure longtemps et que vous puissiez le conserver longtemps. Et ça, à poser vraiment sur tous les produits, je pense, pourra faire évoluer les consommateurs, à condition que ce soit vraiment représentatif et que tous les produits ne soient pas à neuf et que les tricheurs importés n'aient pas également un neuf fictif sur à côté. Parce que c'est une des vraies problématiques aussi. Sur des produits relativement compliqués comme un lave-linge, c'est difficile de les importer facilement en trichant un peu sur la note. Sur un grille-pain, parce que vous avez parlé de grille-pain, est très facile d'importer des grille-pains sur des sites comme Shein ou Temu, avec des fausses notes, et le consommateur sera trompé, au point jusqu'à ce que ce soit trop tard pour lui. Donc oui, c'est important que le consommateur soit vraiment informé vers ça, mais il faut l'aider. Il ne peut pas simplement se dire c'est pas cher, donc j'achète du cher. Et on partage évidemment cette volonté, et pour ça, on participe à beaucoup de travaux, que ce soit en France ou à Bruxelles, avec les législateurs.
Voilà, Maya, on passe à toi. Merci. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet et d'essayer de partager un petit peu notre expérience à la coopérative Mu sur ce joyeux compromis qu'on vous a mis comme question de la masterclass, je voulais juste présenter Mu en quelques secondes. Donc, Mu, c'est une agence d'éco-conception. On a été créé en 2010 et vraiment, notre spécificité, et c'est ce pourquoi j'interviens aujourd'hui, c'est qu'on a très tôt mêlé l'ingénierie environnementale et le design industriel. L'ingénierie environnementale pour venir quantifier des impacts environnementaux, les rendre visibles. Finalement, c'est des choses qu'on ne voit pas quand on regarde un objet, on ne voit pas à combien il coûte à notre planète, à notre environnement. Et tout ça mélangé avec le designer industriel, donc sa créativité, son empathie envers les usagers, multiples que je vous présenterai après, et sa capacité du coup à traduire des chiffres en quelque chose de concevable, et donc ce fameux parti pris d'avoir un compromis entre environnement via la CV, via la mesure d'impact, et usage, impact économique et design au global, esthétique du produit. Et donc, nous, on accompagne vraiment tout type d'acteurs, hein, ça regroupe un peu avec les discussions qu'on a pu avoir en amont. Ça peut être autant du très petit de la start-up, de l'entrepreneur, que des grands groupes, et ce sur vraiment une variété énorme de sujets. On est spécialiste de l'éco-conception, mais pas d'un sujet en particulier. Et notre objectif, c'est d'être vraiment là le plus tôt possible dans la démarche, et je vais vous l'expliquer juste après. Pourquoi c'est aussi important d'intégrer l'éco-conception le plus tôt possible. C'est vrai qu'on avait parlé un peu de l'objet de ton intervention, c'était Ouais. comment en fait vous faites de l'ACV le levier pour arriver à l'équilibre entre les divers aspects. Quelle transition, Chantal. Ah. Tout à fait. Pour répondre à ça, je vais vous le faire de façon un peu théorique au début, et puis on rentrera un peu dans un exemple à la fin sur un petit électroménager. Mais déjà, avant de rentrer dans le pourquoi, comment, c'est quoi en fait l'ACV? Parce qu'on en entend de plus en plus parler, mais on ne sait pas trop ce qui se cache derrière. Qu'est-ce que cet élément-là? Donc, qu'est-ce que c'est l'ACV? C'est une méthode d'évaluation qui est normée. Alain Potron l'a dit juste avant, il y a vraiment une réglementation qui monte à l'échelle nationale, internationale, pour faire en sorte que voilà, les choses soient comparables entre elles et qu'on puisse faire des mesures d'impact qui soient comparables. Et donc, dans cette norme, on nous impose, en tout cas, on nous demande de suivre les 4 principes fondamentaux que vous voyez sur la droite, que sont la notion de cycle de vie, ça porte bien son nom, analyse de cycle de vie, c'est qu'on va regarder la totalité du cycle de vie d'un produit. Alors, vous commencez à me connaître, quand je parle de produits, c'est vraiment bien les produits qu'on a autour de nous, et puis les services, hein, c'est-à-dire englober tout ça. Et donc voilà, cycle de vie du produit, on va regarder toutes les étapes par lesquelles passe notre produit, et on va les mesurer, quantifier les impacts environnementaux sur la totalité de ces étapes-là. Le second principe fondamental, c'est le système produit. On ne va pas regarder que notre produit, on va aussi regarder tous les éléments qui font que notre produit peut avoir une vie. En l'occurrence, si je prends le cas d'un jean, si mon jean, je le fais vivre, si je le mets en plein milieu d'une pièce ou qu'une personne commence à le porter, si on n'a pas un élément pour le nettoyer, au bout d'un moment, il va être vraiment très, très cracra et on ne va plus pouvoir le porter. Donc voilà, on s'est rendu compte que le système produit, c'est tous les éléments, tous les objets, tous les services qui viennent cohabiter avec notre produit et qui lui donnent vie finalement. Et donc, dans notre analyse de cycle de vie, on va venir prendre une part de ces impacts-là qu'on va allouer à notre produit, parce que sans ça, le produit n'existerait pas. Le troisième grand principe fondamental, qui est vraiment la grosse spécificité de l'analyse de cycle de vie, c'est qu'on est multicritère. Contrairement au bilan carbone que vous connaissez peut-être, nous, en ACV, on a plusieurs critères. Et je vais vous présenter juste après pourquoi c'est aussi important d'être multicritère. Et pour finir, la notion de service rendu, qui est peut-être la plus floue et en même temps la plus spécifique à l'éco-conception, c'est qu'on va venir comparer des choses qui sont comparables via leur fonction. Et j'ai vachement apprécié ce que tu as dit, Natacha, c'est qu'on va venir en fait revenir à la fonction des objets, pourquoi ces objets sont utilisés à la base, et essayer d'aller au juste nécessaire tant que possible. Et en l'occurrence, dans le cas d'un jean, on va se poser la question de ok, à quoi il sert, quelle est la fonction de mon produit, quel est le service qu'il va rendre à mon usager, pour venir ensuite le comparer à des produits qui servent de la même façon. Et en l'occurrence, si on avait comparé un jean d'une durée de vie de 10 ans à un jean d'une durée de vie de 1 an, bien sûr que le jean d'une durée de vie de 1 an aurait moins d'impact, parce qu'il ne va pas remplir la même fonction que le jean d'une durée de vie de 10 ans. En l'occurrence, pour comparer des choses qui sont comparables, on viendrait comparer 10 jeans d'une durée de vie de 1 an à un jean d'une durée de vie de 1 an, à de 10 ans, et c'est ce que vous voyez sur la droite. On voit bien que du coup, les 10 jeans ont bien plus d'impact qu'un seul jean de 10 ans. Donc bref, en éco-conception, on va essayer tout le temps de se ramener à cette notion de fonctionnalité, parce que ça va nous permettre de nous extraire des solutions qui sont déjà présentes et d'aller trouver des innovations en repartant juste d'un verbe d'action. Qu'est-ce que se couvrir pendant 10 ans? Et ben, ça peut être un jean, mais ça pourrait être bien d'autres choses. Ça, c'est les 4 principes fondamentaux. Et donc, l'analyse de cycle de vie, c'est un outil qui va nous permettre d'identifier des enjeux clés. C'est un moyen d'arbitrer,
Mais, et je vais vraiment insister là-dessus, ce n'est qu'une étape de la démarche d'éco-conception. Ce n'est pas parce qu'on a fait une ACV qu'on a éco-conçu. Pour la suite, donc maintenant qu'on sait qu'est-ce que la CV, on va se poser la question, mais du coup, quand est-ce qu'on l'utilise, comment ça fonctionne. Donc, quand évaluer, vous l'avez déjà vu dans les séminaires d'introduction, ce petit schéma qui représente toutes les étapes d'un projet d'éco-conception. Comme vous le savez, c'est pas très différent de ce que vous allez faire dans ce concours, hein, c'est des étapes que vous connaissez. Cependant, on vient ajouter ce nouvel élément qui est la CV, et on vient l'ajouter plutôt sur la partie centrale et le plus tôt possible dans le projet. On va venir évaluer les impacts environnementaux du produit, les quantifier, les rendre visibles. Et à cela, on va venir ajouter les enjeux d'usage. On n'oublie jamais cette partie aussi technique, fonctionnelle et d'usage, parce que le pire des écoproduits, c'est le produit qui aurait le moins d'impact, mais qui répond à aucun besoin et qui n'est pas du tout ergonomique, qui ne répond pas du tout aux tendances actuelles, etc. Ce serait un produit qui finirait dans un placard et on aurait produit tout cet impact pour rien. Et donc voilà, à la coopérative, on vient mesurer les enjeux environnementaux, les impacts environnementaux, qu'on vient mélanger aux enjeux d'usage, et c'est ça qui nous donne un maximum d'idées. Donc on dit concevoir et évaluer pour vraiment générer nos priorités, aller au-delà du constat, c'est-à-dire la photo de la CV, et stimuler notre créativité. Donc ça, c'est la partie que vous voyez au centre, et il ne faut pas oublier que l'éco-conception, c'est une démarche d'amélioration continue, hein, vous l'avez entendu aussi dans mes précédentes interventions. Je ne sais pas si c'est positif ou pas, mais tout produit est source d'impact, il y aura toujours de l'impact, donc on aura toujours du travail, et ça, c'est assez chouette. Et en même temps assez triste, faut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc voilà, c'est vraiment une démarche d'amélioration continue, on va faire une boucle au milieu, on va mesurer, faire des améliorations, puis remesurer, s'assurer qu'on est allé dans le bon sens, etc. etc. Et Alain Potreux a commencé à le dire, à la fin, il y a une partie communication qui est assez importante, et nous, on voit que l'ACV, qui est quelque chose de très quantifié, hein, de assez scientifique, vient quand même aider aussi à convaincre d'un point de vue concepteur déjà, industriel, et aussi les consommateurs en bout de course, ils ont un nouvel indicateur sur lequel s'appuyer au-delà du prix, qui était un peu leur seul indicateur jusqu'à présent. Je compare 1 euro face à 5 euros, et maintenant il pourrait y avoir effectivement des lettres ou ce genre de choses qui pourraient être introduites. Donc, dans le camp évalué, je veux bien que tu passes à la suite, merci. On a ce super graphique qui a l'air hyper complexe, mais qui vient mettre en lumière le dilemme de l'éco-concepteur. Alors, qu'est-ce que le dilemme de l'éco-concepteur? Vous avez en abscisse l'avancement du processus de conception et en ordonnée le niveau de liberté qu'on a sur la conception. Et donc, nous, en tant qu'éco-concepteur, on veut être intégré le plus tôt possible dans les démarches de conception parce que, comme vous le voyez, avec la courbe noire, plus on va avancer dans le processus de conception, plus on va certes connaître le produit, mais on peut le voir avec la courbe bleue, moins on aura de niveau de liberté. Donc tout l'enjeu du dilemme de l'éco-concepteur, c'est de réussir à trouver le plus tôt possible cette jonction qu'on peut voir entre les deux courbes pour s'assurer qu'on a assez de connaissances sur le produit pour pouvoir le concevoir au mieux et au plus juste par rapport aux besoins de l'usager et de la faisabilité économique et technique, mais aussi tout en ayant un maximum de niveau de liberté d'un point de vue environnemental et de conception, parce que ça va nous permettre de réduire au maximum les impacts. On aime bien prendre une analogie qui est un peu plus simple que ce merveilleux graphique, mais bon, en tout cas, vous êtes plongé dans notre fameux dilemme. C'est l'analogie de la photographie. En fait, nous, en éco-conception, on aime dire qu'on va faire une première photo le plus tôt possible, de façon les plus préliminaire possible dans la conception, et que cette photo, elle n'aura peut-être pas les bons réglages, mais qu'elle va nous permettre de voir quelles sont les grosses tâches qui pourraient être les plus gros impacts environnementaux. Et au fur et à mesure du projet, plus on aura de niveau de connaissance sur le produit, plus on va venir régler, affiner les réglages de notre appareil et plus on va voir de façon précise quels sont les impacts environnementaux. Et donc, c'est vraiment ça qui est important aussi dans la démarche que vous allez exercer au sein de ce concours, c'est le plus tôt vous allez faire votre mesure d'impact, le plus tôt vous saurez, OK, sur une bouilloire, qu'est-ce qui est vraiment impactant et sur quoi je peux vraiment agir. Et plus votre projet va évoluer, plus vous pourrez affiner aussi cette connaissance autant en ACV qu'en usage pour venir préciser au mieux vos résultats et votre conception à la fin. Donc maintenant qu'on sait quand évaluer, pourquoi évaluer, vous commencez à le savoir, mais pour nous, l'éco-conception, l'ACV fait partie de la démarche d'éco-conception et est un nécessaire pour parler d'éco-conception. Et pourquoi c'est aussi important pour nous de faire de cette mesure d'impact? C'est parce que ça vient questionner nos fameuses idées reçues, et quantifier se méfier de notre bon sens écologique qu'on a parfois en tant que concepteur ou en tant qu'usager. Et du coup, ça vient nous permettre de répondre à certaines questions. Mais est-ce que si je mets vraiment moins de matière dans mon produit, j'aurai vraiment moins d'impact? Eh bien, pas forcément. Parce que si je suis sur un produit hyper fragile et que je viens réduire toute la quantité de matière qu'il y a sur mon packaging secondaire pour X ou Y raison en pensant que ça va réduire mon impact, si je viens casser x10, x20 mon produit, alors je vais générer beaucoup plus d'impact.
Pareil pour est-ce que durée de vie allongée égale vraiment moins d'impact? Et ben, ça dépend des produits. Si on est sur un produit qui consomme énormément d'électricité, on a par exemple en tête les frigos, au bout d'un certain moment, la consommation électrique va être tellement supérieure à la moyenne et tellement forte qu'il va peut-être falloir plutôt renouveler son frigo plutôt que de le faire durer X années. Pareil pour produits recyclables, moins d'impact, et bien pareil, on va se poser la question. Et donc l'ACV, l'analyse de cycle de vie, cette fameuse quantification, elle va nous permettre de répondre à ces dilemmes-là et nous donner une nouvelle clé d'entrée. À cela s'ajoute le fait qu'on est système produit, on est tout au long du cycle de vie. Et donc, ça va nous permettre, en tant que designer, de rendre visibles aussi des étapes qu'on n'aurait peut-être pas envisagées si on n'avait pas eu cet état des lieux, cet ACV. Et donc, ce que j'aime mettre en avant, c'est aussi, moi, je trouve que mon métier a vraiment de sens en le faisant hybrider avec les ingénieurs environnementaux parce que ça vient m'obliger à me mettre en empathie sur chacune des étapes du cycle de vie et chacun des usagers qui finalement vont être au contact de mon produit sur toutes ces étapes. Et donc voilà, l'objectif, ça va vraiment être de me dire, ok, bah, si c'est le concepteur qui est en train de voir mon produit, qu'est-ce que ça va lui procurer que je lui propose ce concept-là? Si c'est le logisticien, qu'est-ce que ça va lui faire? Si c'est l'usager en bout de course qui va devoir le mettre à la machine, qu'est-ce que ça va lui faire que je lui présente tel ou tel projet? Et surtout, ça va permettre de mettre en lumière des impacts environnementaux qui auraient peut-être été invisibles à nos yeux en tant que concepteurs. Et là, par exemple, quand on pense à un jean, on pourrait croire que c'est la matière première du jean qui est très impactante. Et ben, en l'occurrence, l'ACV nous montre que c'est vraiment en grande partie la machine à laver. Et donc, parfois, vouloir éco-concevoir un produit nous fait agir sur tout son système produit. Et c'est tout le bonheur de faire de l'éco-conception. Pourquoi, encore une fois, faire une évaluation environnementale? Parce que ça va nous permettre de comparer des solutions entre elles, en se disant, OK, j'ai eu plusieurs concepts, j'ai eu plusieurs idées, quelle est celle qui aura le moins d'impact pour l'environnement et nous permettre d'arbitrer finalement, parce que parfois c'est assez difficile d'arbitrer juste avec notre vision usagée. Et donc, par exemple, qu'est-ce qui est le mieux entre un sac qui serait léger, un sac qui serait recyclé, un sac réutilisable? Bah, à date, sans ACV, on aurait du mal à le dire. Et donc, l'ACV nous permet de dire que finalement, parfois, nos choix intuitifs ne sont pas forcément les bons. En l'occurrence, ce serait plutôt le léger qui serait à prioriser plutôt que le réutilisable. Cependant, si on le mélange avec notre vision usager, designer, interface avec ceux qui vont utiliser notre produit, si on trouve que finalement, le produit réutilisable aurait un intérêt pour convaincre, changer les mentalités, alors on va pouvoir utiliser l'ACV en rétro-pédalage en se disant ok, je veux mettre sur le marché ce produit-là parce que je sais que ça répond à une problématique d'usage. Quels seraient, on appelle ça des critères de soutenabilité, quels seraient les éléments qui permettraient que ce soit moins impactant que ce qu'il y a déjà sur le marché? En l'occurrence, si on fait une ACV de ces trois produits-là, on se dirait, pour que le produit réutilisable soit pertinent, il faudrait qu'il soit réutilisé plus de 20 fois. Et c'est ça qu'on va venir communiquer à l'usager en bout de course. On va lui dire, super que tu aies acheté cet élément-là, mais attention, il va vraiment falloir que tu le réutilises plus de X fois, où il va vraiment falloir que pour ton jean, tu fasses plutôt ton lavage de telle ou telle façon. Et ça va donner voilà, des clés pour venir éviter au maximum des impacts qui seraient trop importants. Et le deuxième point, je l'ai dit un petit peu avant, c'est qu'on est multicritères. Et pourquoi c'est aussi important d'être multicritères? C'est pour éviter les transferts d'impact. Notre objectif en éco-conception, c'est d'être vraiment mieux sur chacun des impacts, enfin des indicateurs d'impact. On en a 16. Là, je vous ai fait juste un petit extrait. Mais par exemple, si on était sur une comparaison d'un jean 100% coton vs un jean 50% coton et 50% polyester, bah, ça nous permettrait de voir que certes, on va gagner sur certains indicateurs, parce que le coton, vous le savez sûrement, mais consomme énormément d'eau. Donc, sur les indicateurs de consommation d'eau, il est énorme, enfin, il est très présent. Cependant, on pourrait voir que sur d'autres critères tels que le changement climatique ou la consommation d'énergie, ça va venir créer des impacts supplémentaires. Donc notre jeu en tant qu'éco-concepteur, c'est de réussir à capter quels sont les enjeux d'usage, réussir à prendre toutes ces informations d'un point de vue environnemental et de faire varier tous ces indicateurs en même temps. C'est la fameuse boucle que je vous montrais au début d'amélioration continue, pour voir si on arrive à trouver un juste équilibre, un juste compromis entre tous ces critères. Et normalement, si je ne me trompe pas, super, on est sur un exemple de projet d'éco-conception. Alors, ça commence à remonter un petit peu ce projet-là. Il date des années 2017, je crois. J'ai plus exactement la date, mais c'était un des projets qu'on avait pu faire sur du petit électroménager. Donc, on est ici sur une machine à café. Et donc, je vous ai repris les fameuses étapes de conception qu'on a pu évoquer au début de la présentation. Et je vais vous expliquer un petit peu quelles ont été nos réflexions. Donc, la première partie, ça a vraiment été l'analyse du contexte. Le client est venu vers nous en nous disant « je veux faire une machine à café ». Bon, en l'occurrence, c'était tout un service qui se trouvait autour de ce projet-là. Je vais vous focaliser juste sur le produit, mais il y avait tout
un enjeu autour de l'utilisation du marc à café, etc., que je ne vais pas aborder aujourd'hui. Mais bref, analyse du contexte. On n'oublie pas d'aller directement sur le terrain, d'aller rencontrer des gens qui sont à un moment donné face à la machine à café dans une entreprise pour voir quelles sont leurs problématiques. Quand on parle d'avoir une vision cycle de vie et système produit en ACV, et ben ça nous offre à nous aussi en tant que designer cette même vision. Et donc, on va essayer à chaque fois d'avoir la vision la plus complète possible pour avoir un maximum de critères à étudier dans notre conception. Et donc là, un des éléments qu'on peut retenir de cette interview et de ces observations qui ont été faites en entreprise, c'est que les gens avaient tendance à poireauter un petit peu devant la machine à café sans savoir quoi faire, en regardant à côté. Enfin, si tu es un peu tout seul devant la machine en entreprise, tu sais pas trop quoi faire, tu t'ennuies un petit peu, tu lis pour la 15e fois les mêmes inscriptions que tu as déjà lues la veille. Et donc voilà, cette étape d'attente, elle nous a paru opportun pour la suite de la conception et on verra par la suite comment ça nous a été utile. Par la même occasion, donc autant il y a eu cette étude d'usage, il y a eu une étude de tendance aussi, de quelles étaient les tendances à l'époque d'un point de vue machine à café, électroménager. Il y a eu une étude aussi fonctionnelle, à quoi nous sert une machine à café, à quels besoins on souhaite répondre quand on rencontre, je ne sais pas quel mot utiliser, quand on va utiliser une machine à café, est-ce qu'on a besoin juste d'un café ou est-ce qu'on a besoin d'une proposition hyper large de café? Est-ce qu'on a besoin qu'elle fasse aussi de la mousse ou pas? Enfin bon, bref, on a essayé de prioriser toutes ces fonctionnalités. En parallèle de ça, on a fait cette fameuse ACV préliminaire, la fameuse photo floue le plus tôt possible. Donc notre produit n'existait pas, mais on a pris un produit random du marché, un produit référence qui semblait être une moyenne un petit peu de tout ce qui se faisait sur le marché. Et on a quantifié ses impacts environnementaux. On savait que ce n'était pas cette machine-là qu'on allait sortir en bout de course. Cependant, ça nous a donné notre première étape. Ça nous a donné un jalon en se disant, OK, si on part de cette machine-là, quels sont ses impacts et comment on pourrait les réduire? Et donc, de cette machine sont ressortis les impacts que vous voyez à gauche, donc ceux qui sont entourés. Il y a vraiment la culture en soi du café, donc la matière première qui est ressortie comme un contributeur d'impact très, 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 très majoritaire, notamment pour tout ce qui est pesticides, engrais, etc. Et en seconde position, l'usage, avec notamment la consommation électrique et la consommation en eau. Et en dernier, vraiment très, très caché derrière, plutôt l'aspect conditionnement. Et donc, dans notre conception, on s'est vraiment intéressé à ces problématiques d'usage qu'on avait rencontrées, qu'à ces problématiques environnementales. Et on a fait des propositions de concept. Par habitude, on en fait 3. Le client est plutôt parti sur la proposition qui est centrale, donc quelque chose de très low-tech, où finalement, on viendrait rendre visible l'invisible. Habituellement, enfin, vous avez tous en tête les machines à café qu'il y a dans les entreprises. Tout est caché, il y a juste à appuyer sur un ou deux boutons. Et majoritairement, enfin, dans la majorité des cas, on ne sait pas trop pourquoi on appuie, on est un peu agacé, on a très envie que ça arrive vite. Et donc, voilà. L'objectif de cette conception-là, qui est celle centrale, c'était vraiment de rendre visible l'invisible et aussi de permettre aux usagers d'entrer en interaction avec la machine pour les attacher, créer une sorte d'attachement au produit, parce que souvent, on le sait, quand on est attaché au produit, quand on l'a monté, démonté, on aura peut-être moins envie de le jeter à un moment donné. Et donc, suite à cette conception, à ces 3 conceptions-là, qui étaient vraiment des choses à l'état du concept, les produits n'étaient pas encore sortis, loin de là, on a refait une mesure d'impact sur ces produits-là et on s'est rendu compte que, effectivement, via nos premières idées de conception, le produit avait légèrement moins d'impact que la VZ1, la première photo floue qu'on avait faite. Puis après est arrivée l'étape de prototypage, où à l'étape de prototypage, on commence à se projeter sur, et c'est déjà le cas aussi dans la partie concept, mais on vient pousser un peu plus sur la partie matérialité de notre produit. On savait notamment que la quantité de métaux qui étaient présents sur les machines à café avait tendance à être un gros contributeur d'impact. Donc on s'est questionné sur, OK, où est-ce que les métaux vont vraiment avoir une fonction et ne vont pas être utilisés uniquement pour leur aspect esthétique. Et donc, on a gardé les métaux sur l'aspect fonctionnel et on est venu intégrer du verre pour rendre visible notamment l'eau qui va bouillir, le bois qui rendait un aspect esthétique intéressant aussi et qui permettait aussi de soutenir tous nos différents modules, parce que le concept se veut aussi modulaire pour pouvoir venir remplacer les différents éléments si jamais ça vient à être défaillant. Et une fois ce prototype sorti, qui était encore une autre étape de la conception, on est revenu mesurer l'impact environnemental et ainsi de suite tout au long du projet. Donc, comment on utilise, nous, vraiment l'ACV à la coopérative Muse? C'est vraiment un outil au même titre qu'une rencontre avec les usagers peut être un outil du designer. Voilà, c'est un outil qui vient de façon itérative au cours de nos développements et qui vient orienter nos différents choix de conception. Et je ne sais pas si je suis dans les temps. Ouais. Bien, merci beaucoup. 29. Merci beaucoup, Anaya. On reprend encore un petit temps